Binge Audio, c'est donc toi ? Salut chers auditeurs, vous allez écouter la deuxième partie des rencontres en librairie. Cette fois-ci, c'est à Lyon et à Strasbourg. À Lyon, j'ai été invitée par la librairie La Madeleine, par Juliette et Alex. C'était un samedi soir, après 3 heures de dédicace le samedi 20 novembre, et c'est Juliette qui démarre la rencontre en me demandant de revenir sur cette friction entre hétérosexualité et féminisme. Alors, sur la fameuse opposition hétérosexualité-féminisme, là, mais en fait, ce que le livre de Mona Chollet interrogeait et ce qu'on essayait aussi, c'était au cœur du cœur sur la table, là, c'était de nommer, de décortiquer, de détricoter la friction, en tout cas, qu'il y a entre ça, entre des convictions féministes profondes, entre le désir d'être libre, de pas être soumise à la violence, tout simplement, dans sa vie intime. Et le constat qu'on était quand même obligé de faire, c'est-à-dire que les relations hétérosexuelles sont violentes, en fait, par nature, ok ? Puisque ça positionne quelqu'un qui a été construit comme dominant en relation étroite avec quelqu'un qui a été construit comme dominé. Donc oui, il y a une contradiction. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Par ailleurs, cette hétérosexualité qui est le modèle hégémonique, normal, non questionné, allant de soi, etc., cause énormément de violence. Invisibilise énormément de personnes qui n'ont pas ce désir-là, qui voudraient échapper à ça. Donc oui, il faut se poser la question, et en fait, il est en train d'arriver en ce moment aux hétéros, quelque chose que je trouve vraiment de nécessaire et de souhaitable. On est forcé de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut dire en fait par être hétérosexuel. On est forcé de voir que c'est la norme majoritaire, mais que ça ne va pas de soi, en fait. Que c'est une drôle de construction, en fait, l'hétérosexualité. Et c'est aussi tout ça que je voulais nommer dans le cœur sur la table, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça implique pour nos élans affectifs ? Qu'est-ce que ça implique pour nos relations ? Comment ça nous code ? Comment ça code les rapports de pouvoir ? Tout ce qui nous paraît acquis dans notre sexualité, dans nos façons de nous parler, dans nos façons de prendre soin l'une de l'autre, etc. Et donc, ce qui est en train d'arriver aux hétéros, c'est ce qui arrive aussi aux mecs... à qui maintenant on leur dit mais en fait ta masculinité elle est construite aussi en fait. Bah ouais, comme l'hétérosexualité, c'est ce qui arrive aux blancs à qui on dit mais en fait t'es blanc, t'es pas neutre en fait. En fait ta blanchité elle se construit dans un système raciste, dans une culture raciste. C'est ça que ça veut dire être blanc, être blanche. Et bien sûr, les hétéros, les blancs, les mecs, les bourgeois, c'est pareil. Tout le monde est très vénère, en fait, de ça. Les gens, ils se sentent agressés. Ils trouvent que, quand même, tu vois, mais je trouve que ça a vraiment du bon. C'est vraiment très important. Et surtout, si on veut transformer ça, voilà, j'aimerais qu'un jour, le mot hétérosexualité n'ait plus aucun sens. Que vraiment, on puisse aimer des personnes. Pour l'instant, c'est pas ça qui nous arrive. On vit pas dans cette société-là. Donc... Voilà, le cœur, c'était une tentative de nommer ça de la façon la plus douce possible. Enfin bon, il y a plein de gens qui trouvent ça brutal, quand même, la façon dont on l'a fait. Plein de gens, ils comprenaient pas, par exemple, pourquoi on parlait tout le temps de violence. Parce que, en fait, la culture amoureuse dans laquelle nous grandissons est violente, extrêmement violente. Et ça, voilà, et on grandit avec ça, et elle est violente dans les modèles qui nous sont présentés, dans les relations au jour le jour entre les hommes et les femmes dans leurs relations intimes. Pas toujours, mais quand même très très souvent, beaucoup plus souvent que ce qu'on croit, et ça prend une forme normalisée. Les relations entre les parents et les enfants sont souvent très violentes. Enfin, on est héritier quand même de tout ça, d'une culture relationnelle assez violente. Et donc, oui, c'est cette friction-là entre qu'est-ce qu'on va faire de nos idéaux d'égalité, de liberté, d'épanouissement, de non-violence, etc. Et le fait que nous sommes et nous grandissons dans des cultures et des relations violentes et qu'on s'y trouve. Et il y a plein d'auditrices qui m'écrivent ça. Bien sûr qu'elles voient la contradiction. Bien sûr qu'il y a une énorme contradiction, en fait, pour plein d'hétéros, évidemment. Oui, il y a eu toute une partie sur l'image du bad boy et de ces femmes qui vont chercher
l'image classique du bad boy, alors qu'elles sont à 1000 lieues d'intellectualiser ça. Mais par contre, elles vont chercher, c'est une forme de violence des hommes qui se recrée sur les femmes contre elles-mêmes. Bah oui, on peut l'analyser comme ça. On peut dire que on n'apprend pas aux femmes à se défendre. On peut dire que, en fait, si tu grandis dans une société qui ne t'apprend pas à t'aimer toi, qui te répète, en fait, par toutes sortes de manières, que ton avis ne compte pas, que tes sentiments ne comptent pas, que ta voix ne compte pas, que tu as besoin d'un homme pour te protéger, qui t'a abreuvé toute ta vie de fiction où l'homme est plus fort, il sait mieux que toi ce que tu veux, il te révèle, il va t'expliquer le sens de ta vie, tu vas être découverte telle une mannequin dans un aéroport, tu vas être formée telle la poupée de Pygmalion, tu vas être, et c'est ça qu'il y a à en attendre. Bah oui, ça nous jette dans les bras des bad boys, évidemment. C'est tout ça, en fait, qu'on voulait décrire aussi. C'est-à-dire, moi, j'étais frappée aussi dans les mails que je recevais, puis dans les rencontres, et aussi dans ma vie, de l'énorme surculpabilisation des femmes, quoi, d'elles-mêmes. Et voilà. Et c'était ça aussi qui me choquait beaucoup dans les discours sur les relations amoureuses, même dans des essais récents, hein, à quel point les femmes se sentent coupables, en fait, d'être victimes de violences. C'est terrifiant, et de violences amoureuses. Et après, ça les jette dans les bras de tout un tas de psychologues qui vont leur expliquer que c'est elles-mêmes, en fait, c'est parce qu'elles n'ont pas été assez exigeantes, parce qu'elles n'ont pas été assez vigilantes, parce qu'elles ont un problème avec leur père, qu'elles n'ont pas réglé, parce que ceci, parce que cela. Bah non, en fait, aussi parce qu'elles vivent dans un monde patriarcal de merde, avec des mecs qui se comportent comme des merdes. Enfin, c'est quand même ça la base du problème, tu vois. Donc je voulais aussi que le cœur, ce soit un truc pour un peu alléger leur peine, quoi, aussi, et pas se tromper de coupable, en fait. Voilà, parce que la capacité des femmes à leur autoculpabilisation est sidérante, hein. Et c'est aussi ça qui nous affaiblit, à se sentir coupable de tout et n'importe quoi. Ouais, ok. Applaudissez un coup. Non, voilà. Et puis et je veux dire, et aussi cette pensée qu'on serait on est entièrement responsable de ces relations, c'est de notre faute comme individu si nos histoires d'amour marchent pas, ou si on tombe toujours sur des connards. Bah non, je crois pas. Voilà, bon. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, parce que donc en fait c'est des allers-retours permanents dans le livre et dans le podcast, je voulais à la fois qu'il y ait ça, donc une remise en contexte systémique, voilà, de ça, mais aussi de dire, ok, comme néanmoins, le patriarcat ne va pas mourir avant notre mort, et que nous sommes mortels, il va falloir quand même faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Et voilà. En fait, chaque chapitre, chaque épisode du cœur visait à répondre à cette question. Mm-hmm. Pas en disant on va faire des petits trucs dans nos vies et puis ça va suffire, mais en disant la lutte politique globale est nécessaire mais ne suffit pas, le travail sur soi est absolument nécessaire mais ne suffit pas, il faut faire les deux. Et donc ma question, et après la collection qu'on a lancée, la collection sur la table, vise aussi à donner des outils pratiques, pragmatiques pour ça, quoi, de faire un travail sur soi qui soit informé politiquement, en fait. Parce que du coup moi j'en ressors, alors je vois bien que ça a beaucoup touché beaucoup de monde, les deux podcasts, hein, d'ailleurs, mais moi j'ai trouvé ça quelque part très très pessimiste. Et notamment, je te disais tout à l'heure, il y a cette jeune femme qui dit qu'en fait elle avec son partenaire principal, ils ont plein de liberté, mais lui il a plus envie de sexe qu'elle, et du coup elle trouve ça plus simple à la fin de faire la crêpe. Et je trouve ça alors je jugerais si je dis d'une tristesse, mais je trouve ça extrêmement pessimiste, en fait, de pas trouver la ressource, de pas faire ça. De pas finir par faire la crêpe, de dire non, en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est oui, je trouve ça très pessimiste dans le alors que c'est quelqu'un qui apparaît plusieurs fois, qui justement a l'air d'être plutôt forte, entre guillemets. Elle apparaît plusieurs fois. Ouais, il me semble. C'est non, en fait, pardon, pour la remise en contexte, parce qu'en fait c'est un témoignage que vous avez pas entendu mais qu'on peut lire dans l'épilogue du livre. En fait, c'est une jeune femme qui m'écrit pour me raconter ça, voilà. Et j'utilise cette histoire-là, me paraît marquante parce qu'en fait, elle dit mon mec est super féministe, il est vraiment extraordinaire, il m'a fait découvrir tant de choses et tout ça. Mais en fait, au fur et à mesure de sa lettre, je me dis non, ton mec a surtout l'air d'être un gros connard, en fait. C'est-à-dire, puisque en fait, il est violent et il abuse de toi, en fait. Il te viole, en fait. C'est ça qui est en train de se passer. Avec le prétexte qu'il est super sex-positif et qu'il est super cool et tout ça. Et en fait, elle dit à la fin, je fais la crêpe. Ça veut dire quoi, faire la crêpe ? Ça veut dire que, en fait, elle est pas d'accord. Ouais, elle est pas d'accord, elle se laisse faire. Voilà, donc il y a pas... Bon. Et c'est un exemple que j'ai mis à la fin parce que
tout le propos du cœur, et après, je l'ai construit aussi comme ça pour dire, à chaque fois qu'on va croire avoir trouvé des solutions, ce ne sera pas des solutions. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Donc tu peux trouver ça pessimiste, mais de me dire, en fait, c'est qu'on pourra jamais s'épargner un retour réflexif sur nos actions, sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on est en train de dire. On change d'avis dans la vie, c'est normal. Il y a des choses qui nous font avancer, je pense, et qui font avancer les relations vers une véritable égalité, vers un équilibre dans les rapports de pouvoir, vers de moins en moins d'abus, de moins en moins de violence, etc. Bon, mais on pourra jamais dire, ok, appliquer. Ça aurait été, d'ailleurs, loin de moi. Et d'ailleurs, j'avais très très peur que ce soit interprété comme ça, de dire, avec cette méthode en 15 étapes, dans le cœur sur la table, vous aussi vivez des relations riches et profondes. Et non, non, parce que il y a pas de méthode. Par contre, ce que j'espère qu'on a montré, c'est une façon d'aborder ça, en fait. De dire, ok, il y a des choses qu'on peut faire. Alors, et dans le cas de cette jeune femme, j'ai pas pu. Je lui ai répondu, je lui ai conseillé d'aller voir des associations. J'ai beaucoup cité l'association En Avant Toutes parce que je trouve qu'elles font un travail extraordinaire pour lutter contre les violences amoureuses, en particulier chez les jeunes, et qu'elles se contentent pas que de dénoncer la violence, mais aussi de proposer des horizons désirables, ce qui était aussi quelque chose qu'on avait à cœur de faire dans le livre et dans le podcast. De dire, voilà, il y a tant de choses sont très difficiles, il faut rester vigilante, en fait, tout le temps. Mais ça veut pas dire dans le contrôle ou dans la peur et tout. Juste savoir que dans toutes les relations, il y a du pouvoir. Enfin, c'est tout ce qu'on explique, en fait. Et que ça peut mal tourner. Même dans des relations qui ont l'air super. Bien sûr. Voilà. Donc, je sais pas trop si c'est pessimiste. Moi, je voulais donner des armes. Voilà. Dont on peut immédiatement, j'espère, s'emparer, quoi. Et c'est pour ça qu'à la fin de chaque chapitre, à la fin de chaque épisode, il y avait des petits trucs pour soi qu'on pourrait essayer de faire. Donc, c'était... il y a un épisode où on dit qu'est-ce qui se passe si on est beaucoup plus proche de ses amis, en fait, si on renforce ces liens-là, si on les considère à la hauteur de nos relations dites amoureuses, qu'est-ce qui se passe dans devenir chèvre, si on commence à parler à son corps gentiment, si on fait attention aux sensations physiques et plus seulement à l'image qu'on renvoie. Ça, c'est des choses on pourrait dire c'est pas ça qui va faire chuter le patriarcat, hein. Non, c'est vrai. Non, il y a rien d'ailleurs, en fait. Mais déjà, si en fait les femmes pouvaient être un peu moins mal, un peu moins malheureuses, un peu moins dures avec elles-mêmes, un peu moins, voilà, je pense que ça redonne aussi de la force pour aller lutter. Donc bref, donc tout se tient, quoi. Enfin, j'essaye en tout cas de faire en sorte que ça se tienne. Ouais, on va faire passer un HF du coup. Le HF, je sais même pas pourquoi on l'appelle HF. Marie, pourquoi on l'appelle le HF? Parce que c'est à haute fréquence. Ah, c'est ça. Voilà. Tiens, la haute fréquence. Alors, il faut le poser sur ton menton. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je m'appelle Aurélie. On peut se tutoyer du coup, si tu veux. Okay. Non, je voulais rebondir sur l'histoire de donner des armes. Alors, moi, je ne sais pas si ça me donne des armes, mais en tout cas, l'impression que ça me donne à chaque fois que j'écoute un de tes podcasts, c'est la sensation d'avoir des lunettes où je ne vois pas très clair. Et à chaque fois, elles sont de plus en plus nettes, en fait, ces lunettes. Et j'y vois, en fait, de plus en plus clair. Et c'est ce qui me plaît, en fait, à chaque podcast, c'est que je me dis, mais bon sang, mais oui, c'était évident, en fait. Mais je m'en rendais pas compte parce que comme tu dis, on est né dedans, en fait. Et quand on baigne dedans, on s'en rend plus compte, en fait, de ce qu'on vit, de ce qu'on supporte, de ce qu'on subit. Et c'est ce que je trouve, en fait, génial à chaque fois, c'est que je me dis, mais oui, effectivement. Et donc, c'est pas une arme, mais c'est comment dire, d'y voir plus clair, forcément, c'est plus simple, hein, on marche mieux, on tombe moins, et du moins si on tombe, on se relève un peu plus facilement, et on peut avancer, je trouve, de manière plus sereine. Et une autre chose aussi, par rapport à tous ces podcasts, alors moi, je vis avec un homme. Je me considère comme bisexuelle, mais je fais ma vie avec un homme que j'aime, et que j'essaye, on va dire, entre guillemets, d'éduquer, parce que je trouve que, voilà, on a une sorte d'écart, parce que moi, j'écoute beaucoup de choses, j'ai l'impression d'avoir beaucoup évolué, et que, il y a une sorte de fossé qui s'est créé en grandissant ensemble, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Et alors ce podcast-là, un peu moins, mais le podcast des couilles sur la table, je trouve que ça reste des podcasts qui sont toujours bienveillants quand même envers les hommes, qui sont, du moins pour des personnes qui veulent évoluer, c'est des podcasts qui servent, je trouve, énormément
comment dire, ils sont pas là pour taper sur les autres en fait. Et à chaque fois que moi j'en écoute et que mon compagnon écoute ce podcast-là, il me dit merci en fait de me l'avoir fait écouter. Je me rendais pas compte de certaines choses. Encore une fois, ça enlève pas tous les problèmes, ça empêche pas de se planter sur plein d'autres choses, mais ça permet d'avancer un peu plus sereinement et d'arriver en fait à rééquilibrer les relations. Et pour ça, juste merci parce que c'est pour moi essentiel, et d'autant plus que moi je viens d'une famille assez stricte, assez serrée au niveau de l'esprit. J'ai un peu dû tout réapprendre à partir de 18 ans parce que j'ai essayé de m'extirper de tout ça, et donc pour se reconstruire c'est pas forcément évident, et je trouve que c'est juste tu m'évites entre guillemets de lire tous les articles, tous les essais que j'aurais pas le temps de lire pour les vulgariser et apporter des idées super intéressantes. Voilà. Donc merci. Merci beaucoup. Mais alors, je suis contente bien sûr. Mais aussi, tu vois, quand tu dis éduquer son mec et tout ça, en fait, je leur dis, je crois que je l'avais déjà dit, je pense pas qu'on ait à éduquer qui que ce soit, puis surtout pas les mecs en fait, parce que c'est encore du temps qu'on n'a pas, tu vois. Alors. Souvent dans les rencontres et aussi on m'a beaucoup posé la question de comment faire pour qu'ils changent, et c'est aussi ça, on l'avait mis dans le cœur en fait, de dire en fait il y a rien qu'on va pouvoir faire pour que les mecs changent, en fait c'est à eux de changer quoi. C'est vrai que par contre j'espère que des trucs comme les couilles et tout ça, c'est ou plein d'autres outils féministes en fait, si les mecs les lisent et que en fait ils veulent vraiment sincèrement changer, ils le pourront. Mais à la fois, je comprends bien aussi, enfin, dans ce que tu racontes, que quand tu vis avec, il faut des discussions, toi, tu te rends compte de trucs sur lesquels t'es plus d'accord, que tu veux faire bouger et tout ça. Donc, je suis ravie si ce travail-là peut servir à ça. Donc, merci. Ouais. Je peux rebondir et te tutoyer aussi. Vas-y, c'est bon. Je t'en prie. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Antoine, j'ai 39 ans, je suis un homme blanc, cis, hétéro, marié. J'ai fait des études, donc je suis un peu l'archétype du bon petit soldat et de la bonne incarnation de ce que la société fabrique en modèle masculin. Et ça m'a touché que tu dises finalement mon podcast c'est pas tellement pour les hommes, parce que moi je les ai écoutés avec beaucoup d'intensité. J'ai dû régulièrement mettre sur pause parce que c'était trop émouvant pour moi, j'en prenais trop plein la tête. Typiquement le début du Cœur, où tu fais une interview de Virginie Despentes et où tu dis où elle raconte en fait ce que c'est que de devenir lesbienne, et tout d'un coup pouf, il n'y a plus le patriarcat, elle est dans une relation qui est équilibrée, et tu fais ça fait envie. C'était chaud là, c'était vraiment chaud. Ça t'a fait quoi? En tant qu'homme, en écoutant tout ce que tu peux présenter, je prends conscience des choses, et je trouve que tu t'aides les hommes à mettre de la conscience. En tout cas, de mon côté, c'est ça que je ressens. Et je trouve ça vachement sain, mais des fois c'est dur. C'est dur de dire à quel point être homme aujourd'hui, c'est faire peser à la moitié de la population qui nous entoure des choses aussi lourdes, et à quel point le monde peut être lourd. Donc je suis vachement touché par ça, et je me dis mais c'est sain en fait. Heureusement qu'il y a des mecs qui écoutent ce que tu fais, parce que c'est comme ça que ça peut bouger, et que ça peut sortir des milieux ultra féminins, LGBTQIA+, et tout ce que tu veux, parce que c'est les hommes qui doivent se bouger un peu le cul. Ça, c'est ma conviction aujourd'hui, mais le chemin me semble terrifiant. Ouais. Je te donne un exemple. Vas-y, non, c'est ok. Ouais. Parce que le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que les hommes sont violents et ont des actions violentes parce qu'ils sont juste pas éduqués à être connectés à l'autre de manière générale. La femme, l'enfant, la nature, l'animal, etc. Il n'y a pas vraiment une connexion. C'est ça qui fait qu'on est des bons petits soldats, que ce soit des soldats à l'ancienne, c'est-à-dire des vrais soldats avec des flingues, ou des soldats du monde capitaliste. C'est pour ça que les notions de politique que tu abordes, elles me touchent. Pour être soldat, il faut être déconnecté, il ne faut pas penser à l'autre, il ne faut pas penser à ce qu'il y a en face. Et moi, j'anime des cercles d'hommes depuis 4 ans, je vois des mecs qui ont beaucoup de choses pour être vraiment bien dans leur vie, et juste quand on leur propose de parler de leurs émotions, ils n'y arrivent pas. Ou juste, ils vont lâcher un tout petit truc et se mettre à pleurer, et ce sera la première fois de leur vie à 40 ans qu'ils vont le faire. Et je me dis, comment moi je peux, en tant qu'homme, me connecter
à la personne avec laquelle je partage ma vie, me connecter avec la femme avec laquelle je bosse, me connecter avec une femme que je croise dans la rue, si je suis déjà même pas connecté, même pas foutu de me connecter avec ce qui se passe à l'intérieur. Tu vois, le boulot me semble titanesque en fait. Alors, ouais, mais du coup, j'entends cette explication-là, elle est souvent... je sais pas si tout le monde a bien entendu ou pas. Ouais. En fait, alors c'est vrai, mais tu vois, c'est une explication qui est psychologique aussi. Et en fait, moi, j'ai beaucoup plus tendance à penser en termes d'intérêt et de privilèges. C'est-à-dire, il y a aucun intérêt à ce que les hommes changent, en fait. Tu vois ? Le seul intérêt qu'on peut y voir, c'est un intérêt, enfin, au sens où, en fait, ils bénéficient, la classe des hommes bénéficie des dividendes du patriarcat. Ça leur sert. Je pense qu'ils mènent des vies nulles, la plupart. Voilà. Non, mais c'est vrai, des vies très pauvres au niveau émotionnel, au niveau relationnel, etc. Quand tu dis comment faire s'ils sont pas connectés à eux-mêmes et tout, bah, des fois, en fait, c'est... Voilà, encore une fois, je suis pas psy, mais je dirais un truc du genre, en fait, tu peux pas apprendre à être connecté à toi-même si t'es pas connecté aux autres aussi, si tu fais pas attention, si tu considères pas l'autre vraiment comme ton égal, plutôt que comme quelqu'un dont tu peux t'approprier le corps, le travail domestique, qui va te bénéficier d'une façon ou d'une autre, qui va se mettre à ton service et tout ça. Donc oui, moi j'aimerais que les hommes lisent beaucoup de théories féministes, se questionnent beaucoup, et pas tellement, en fait... Le retour des hommes sur leur questionnement sur eux-mêmes, qui ils sont et tout, peut-être que ça m'est apparu au tout début où je travaillais sur la masculinité comme quelque chose d'intéressant, mais en fait, de moins en moins. En fait, ce que je vois, c'est que y a plein de types qui se mettent à se questionner sur leur masculinité, mais comment dire, comme si c'était... Enfin, ça ne développe pas du tout leur empathie pour les femmes, en fait. Mais alors, vraiment pas. Par contre, eux, leurs problèmes, leur relation avec leur père, tu vois, comment, voilà, ça, il y a du monde pour écrire dessus, tu vois, mais en fait, le vrai truc qui est faire preuve d'empathie, comprendre véritablement la situation des femmes et des enfants et des autres et tout ça, ils le font pas, tu vois, ça les intéresse pas. Donc, je mets en garde, je dis pas que c'est inutile, je pense que c'est un travail nécessaire, qu'il faut le faire, si tu veux, apprendre à exprimer tes émotions, tes sentiments. Tu vois, c'est important, mais ça peut pas se faire, encore une fois, déconnecté de la conscience, du savoir et de la lucidité par rapport aux conditions matérielles, objectives de la classe des femmes en particulier. Voilà. Et donc, en fait, tes gars à qui dans le cercle de parole, je comprends, bien sûr, c'est dur. Enfin, bien sûr, je trouve que c'est une mutilation, je veux dire, évidemment. Mais c'est une mutilation dont beaucoup d'hommes tirent des bénéfices. Et donc, en fait, ils pourront certainement apprendre à mieux exprimer leurs émotions et tout, mais il me semble que le premier truc, c'est qu'ils savent pas lire celles des autres, en fait, déjà, ou ça leur importe pas. Donc, il faudrait peut-être aussi passer par là, tu vois. Et après, je suis contente que, bien sûr, il y a des mecs qui écoutent, etc. C'est juste là, tu me vois pas débordante d'enthousiasme, parce que j'ai aussi vu comment... Non, mais enfin, je veux dire, c'est fou, en fait, comment ça peut être reçu. J'ai beau mettre tout mon cœur et tout ce que je peux comme capacité pour essayer d'être la plus claire possible, la plus explicite possible, bah, t'as quand même des types qui vont finir par m'écrire pour me dire merci beaucoup, c'est super, du coup, grâce à vous, j'ai compris que les hommes aussi étaient des victimes du patriarcat, qu'on souffrait autant que les femmes, voilà, des types sur le cœur sur la table, ils croient, en fait, ils écoutent le truc, ils croient qu'en fait, ça leur donne un blanc-seing pour traiter n'importe comment les meufs sous prétexte de déconstruction et de polyamour. Tu vois, ça donne ça. Vraiment, moi, je suis pas bien des fois avec ça. Je me dis, putain, qu'est-ce qu'il fallait faire en fait Voilà pourquoi je suis pas débordante d'enthousiasme, mais je suis contente si toi, ça t'aide, si ça a des effets. Mais voilà pourquoi je disais que je le faisais pas pour les mecs en fait. Ouais, je vois. Après, l'effet, c'est peut-être de les sortir de cette clochardisation émotionnelle. Parce que oui, ils sont... oui, en tant que mec blanc, etc., on est super privilégiés sur les plans matériels, sociaux, et il n'y a pas de souci. Et j'ai pas de souci à prendre un micro. Et peut-être que si j'étais une femme, ce serait plus dur là d'être en face de toi et de prendre un micro. J'aurais pas la même confiance. Ouais. Voilà, on est d'accord. Je serais pas venu au premier rang. Voilà, c'est vrai, je me suis aussi dit ça. Rapproche ton micro. Ouais. Mais en contrepartie, on est à la rue au niveau émotionnel. Eh ben, je sais bien. Bah oui, bah bien sûr, ils sont à la rue, bien sûr. Il y a ici une autrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mélanie Hamet, qui a écrit un article génial qui s'appelle What's the title again? Men have no friends and women bear the burden. Voilà. Donc les hommes n'ont pas d'amis et c'est les femmes qui emportent le poids. Donc je l'ai cité dans les couilles, dans le cœur, tout ça. Donc oui. Bah oui, mais si tu veux, moi, ma vocation dans la vie et ce que je veux faire, c'est pas sauver les hommes. En fait, je m'en fous, tu vois. C'est pas mon truc. Je veux pas ça. Voilà. Qui se sauve, qui fasse quelque chose,
qui s'en occupe, qui je sais pas quoi. Mais et c'est aussi pour ça que je répète tellement aux femmes qui m'écoutent et tout, genre, essaie pas de changer ton mec, en fait. C'est pas ton taf. C'est pas ton taf. Tant pis. En fait, c'est... voilà. Et je pense que c'est, en fait, un des grands enjeux, et y compris, pour revenir sur la question de l'hétérosexualité, quoi. C'est de sortir de l'androcentrisme dans nos vies à nous aussi. C'était ça le but pour moi de faire le cœur aussi, c'était que les meufs hétéros en particulier sortent de l'androcentrisme dans leur vie. Cessent de se préoccuper autant de comment il va, pourquoi, comment régler son problème, quel rapport ça avec son enfance difficile, comment est-ce qu'elle pourrait les encourager à mieux exprimer ses émotions, et en fait, et lui faire plaisir, et tatata. Non. C'est tant de... Ça veut pas dire d'être insensible et tout, mais tu vois, voilà. Mais merci du coup pour cette intervention. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Caroline. Alors moi, je suis bisexuelle, mais comme tu le dis, la sexualité, pour moi, c'est quelque chose qui est très politique. Et maintenant, je me définis comme lesbienne et je suis hyper fière de ça. Parce que, comme tu le dis aussi, je suis pas là pour éduquer les garçons et je veux pas éduquer les garçons. En tout cas, dans ma vie amoureuse, je veux pas éduquer les garçons. Parce que, comme je rebondis aussi sur ce que vous avez dit, nous, je pense qu'on a grandi et je pense qu'on est né comme ça en tant que femme. On nous a appris dès le plus jeune âge à ressentir les émotions des autres, vivre pour les autres, rendre fiers nos parents, rendre fiers nos profs, faire attention à nos frères et sœurs, faire attention à tout ce qui se passe dans la maison. Et je pense que c'est quelque chose les garçons, ils grandissent pas avec ça, en fait. Les garçons, ils grandissent pour eux. Et je pense que justement, la génération des garçons de notre époque, c'est horrible ce que je vais dire, hein, mais je pense qu'elle est un peu fichue. Et quand je dis que je suis pas là pour éduquer les garçons dans les couples, je pense que les garçons qui ont mon âge maintenant, c'est trop tard, entre guillemets. Parce qu'ils ont... J'ai 32 ans, j'ai ton âge. Parce que les garçons, voilà, ils ont grandi et ils ont été construits d'une certaine manière. Et donc, je peux pas éduquer les garçons dans ma vie de couple. Mais par contre, je pense que c'est les garçons, les jeunes garçons de maintenant qui doivent être éduqués. Et je suis prof et l'éducation des garçons à l'école, pour moi, c'est hyper important. Et dès le plus jeune âge, on doit justement essayer de leur apprendre les émotions, le ressenti des autres, etc., etc. Et je pense que c'est très difficile dès qu'ils ont plus de 10 ans. Il y a déjà tellement de choses qui sont ancrées que c'est déjà compliqué. Donc j'espère, j'ai beaucoup d'optimisme pour les générations à venir, en espérant que nous maintenant, qui allons éduquer aussi des jeunes garçons, on va les faire grandir autrement. Mais voilà, pour rebondir sur ce qui a été dit avant. Et les filles aussi, en fait. Comment ? Et les filles aussi, il faut les éduquer autrement. Ouais, tout à fait, bien sûr. Moi, j'allais poser la question justement de la place des enfants dans tout ça. Puisque moi, je suis assez d'accord sur le fait que la génération là, elle est perdue. Enfin, moi, Voilà, donc, c'était moi qu'on accusait de pessimisme. Ah bah d'accord. Mais par contre, moi, j'ai 2 enfants et pour le coup, j'ai 2 enfants et c'est le cœur même de l'éducation, en fait, de les éduquer autrement. D'imaginer un autre modèle social, un autre modèle de gestion des émotions. Typiquement, c'est l'objet d'ailleurs de plein de livres pour enfants, justement, de gérer les émotions autrement. Ils n'en parlent pas beaucoup, ça, justement, de la génération d'après. Ah, ouais, parce qu'en fait, en fait, j'étais partie pour faire un documentaire. Comme je pitchais, je disais, OK, je vais faire un documentaire, on va parler des relations aux autres, mais en fait à tous les autres aussi, à la mort, les rêves, la nature, les enfants, ça, voilà. Bon, en fait, et j'ai dit, je vais le faire en 3 mois, donc ouais. Voilà. Et donc, pourquoi il n'y a pas d'enfants dans ce livre ? Parce que vraiment, clairement, j'avais pas le temps. Enfin, vraiment, j'ai pas pu. Déjà, le morceau était très gros, je trouvais, et j'ai pas pu traiter en plus tout ce que je voulais, tout ça. Enfin, c'était. Bon, mais j'ai essayé de produire quelque chose de cohérent. Et donc, la fin du cœur, et dans l'épilogue et tout ça, on dit que, évidemment, enfin, un des sens, mais je pense pour tout le sens dans nos vies, non ? Et un des grands sens politiques de pourquoi on se bat, en fait, pourquoi on lutte et tout, c'est pour maintenant, mais c'est aussi pour des générations futures. Aussi parce qu'on a la croyance et l'espoir et la volonté que le monde soit différent, qu'il soit meilleur, en fait, pour les générations futures, pour les enfants qui grandissent et tout ça aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, en fait, c'était aussi un implicite de, en fait, pourquoi on se pose toutes ces questions, pourquoi, etc. Parce que, voilà, la majorité des gens, ils ont des enfants quand même. Donc, ils le font aussi pour eux. Et la question de l'éducation des enfants, elle ne peut passer aussi que par une transformation des éducateurs et éducatrices eux-mêmes. Ce serait vraiment complètement illusoire de vouloir que les enfants, ils apprennent à gérer leurs émotions si toi, tu sais pas le faire. Enfin, ça, c'est connu. Je veux dire, c'est pas un truc, voilà. Donc, ou qu'ils grandissent sans référentiel qui lie à ce point l'amour et la violence, s'ils grandissent, enfin, si soi-même on n'est pas au clair avec ces questions-là. Donc voilà. C'est aussi un des sens
de tout ce questionnement sur les relations qu'on vit, comment on fait pour mieux être avec les autres, pour être moins violent, etc. Pour montrer l'exemple, pour montrer autre chose. Voilà, mais j'espère, si on refait des cœurs, que je pourrais traiter de cette question de l'enfance, qui est fort mystérieuse pour moi, parce que je n'ai pas d'enfant, mais en même temps pas si mystérieuse, puisque, comme nous tous, j'ai été enfant. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une question Ouais, vas-y. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Moi, c'est Margot. Déjà, merci pour tes podcasts, Le Couille et Le Cœur, qui m'ont beaucoup touchée. Et aussi, pour moi, ça a été très enrichissant et libérateur à plein de points de vue. Par contre, quand j'écoutais Les Couilles, j'étais souvent en colère. Après, des fois, j'avais besoin de faire des pauses parce que c'était trop injuste, tout ce que tu partageais, justement, tous ces questionnements. Pour ce qui est du cœur, moi, ce qui ressort maintenant, c'est pas du pessimisme. Je suis super optimiste, mais du découragement plutôt et de la fatigue mentale, en fait. On en parlait tout à l'heure, cette question de c'est que des femmes qui écoutent le podcast, c'est que des femmes qui font ces lectures. Et il y a encore cette charge mentale, émotionnelle et affective des femmes de prendre ce combat, de mener ce combat. Et en fait, fuck, merde, moi, pas envie. Et en fait, je connais que des femmes, toutes les femmes que je connais écoutent ce podcast. On en parle ensemble, on en discute ensemble, on se partage des lectures. Pas un seul homme que je connais n'a écouté un seul épisode et c'est pas faute de les avoir partagés. Donc on redit, oui. Donc ça sert à rien. C'est vraiment voilà. Okay, ouais, donc il y a une sorte de lassitude, de fatigue, et de se dire, en fait, au bout d'un moment, la société, elle va se faire sans les hommes et on va tracer notre route. Mais génial. Entre et pourquoi t'es fatiguée de ça? Mais qu'il y a le bon programme, tu vois. Il y a pas de. Ok. Oui, c'est oui. Et voilà, et du coup, et en même temps, t'es fatiguée, tu dis. Oui, c'est fatigant parce que malgré tout, je suis quand même, j'ai quand même des relations avec des hommes où je rencontre des personnes et à chaque fois il y a, en fait, au plus je déconstruis, au plus ça devient difficile de rencontrer des personnes ou de nouer des liens et des relations. Têtes se hochent en même temps au pied du chef. Ok, ouais. Ouais, voilà. Au plus on déconstruit, du coup, vu que c'est un on apparemment, au plus ça devient difficile de faire des rencontres. Et comme tu dis, c'est hyper nourrissant, hyper enrichissant d'être en lien avec les gens, avec les personnes. Et je trouve ça de plus en plus difficile pour moi et du coup décourageant de faire des rencontres qui sont enrichissantes. Mais quelles rencontres? Avec des mecs, ouais. Amoureuses. Ouais. Voilà. Ok. Mais du coup, il y a, j'imagine, plein d'autres rencontres que tu es en train de faire avec des femmes qui sont géniales. Et d'un coup, tu te dis, mais comment c'est nourrissant, mais quelle qualité extraordinaire de lien, d'échange et tout. Oui, ouais. Et donc donc, on en revient à la question de... là, je reviens à ma sexualité qui est... Je me définis comme hétérosexuelle. Donc, il y a quand même une frustration ou une déception de se dire que c'est quasiment impossible d'imaginer de pouvoir rencontrer quelqu'un ou de nourrir... il y a un découragement de se dire que malgré tout l'enrichissement de toutes les magnifiques relations que j'ai avec toutes les femmes de ma vie, et il y en a beaucoup et elles sont magnifiques, j'arrive pas à avoir d'issue avec un homme. Mais je comprends. Je vois, mais je pense que ce qui est en train d'arriver aussi, c'est une redéfinition de nos attentes et de l'amour. C'est-à-dire, en fait, c'est aussi un re-questionnement de « Ok, mais qu'est-ce que j'attends de ça, en fait ? Pourquoi ce serait tellement important d'avoir tous les aspects de ma vie et d'avoir ce qu'on appelle une très belle relation amoureuse avec un gars, en fait ? Peut-être que ça va être autre chose. » C'est pour ça que je tenais tellement à ce qu'on entende des femmes comme ça qui disent autre chose dans le podcast aussi, en fait, auquel on puisse s'identifier, Voilà, moi j'ai aussi des copines qui rêvent de, je sais pas moi, d'un très très grand amour, tu vois, de dire en fait ça va être ça, et puis avec un mec forcément et tout. En vrai, ce qui leur arrive dans leur vie, c'est pas ça, c'est mieux. Donc, tu vois, il y a ça, mais j'entends bien sûr le truc de mais où sont les mecs avec qui on va pouvoir. Et là, en fait, on se rend aussi dépendante de quelque chose d'extérieur à nous, pour notre propre bonheur, pour tout ça et voilà, mais j'entends, je comprends et tout, mais c'est exactement en fait face à ce genre de réaction, c'est pour ça que j'ai aussi fait le cœur en fait, de dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, parce que quelque part, ça me semble, sinon on est encore enfermé dans l'attente du prince charmant aussi en fait, ou par exemple du jour où tous les mecs sont suffisamment déconstruits que du coup, ça n'arrivera pas. Donc voilà,
Et comme on n'a pas envie d'être malheureuse et qu'on a envie malgré tout de vivre des super relations, bah, on va trouver autre chose. Et pour soi. Voilà. Et après, bah, je rappelle aussi qu'il y a des très belles histoires d'amour, il y a des relations qui sont possibles, et c'est pas tellement la question de trouver. Enfin, c'est une co-création, quoi, tout le temps. Voilà. J'aurais préféré t'indiquer un nid, tu vois, où tu peux Voilà. Je vois une main levée là-bas, et juste pour savoir combien de temps on a, qui voulait encore poser une question? 1, 2. Ok. Moi, je m'appelle Bonsoir. Alors, Bonsoir. n'oublie pas de mettre le micro près de ta bouche. Ici. Bonsoir, je m'appelle Valentine. Salut Et Valentine. je vais justement rebondir sur ce que t'as dit. Je me rappelle plus ton prénom, mais Margot. Et sur le fait que on peut. Enfin, moi, je m'identifie comme hétérosexuelle. Je considère pas que l'orientation sexuelle soit nécessairement un choix. Mais par contre, je pense depuis quelques années m'épanouir mieux sans le couple, parce que pour moi, c'est plus le couple hétérosexuel, comme tu disais au début, qui est un peu le nid de toutes ces violences et ces frustrations, et qui fait que, comme disait Aurélie, quand tu vis avec un homme, ben c'est pas ton rôle de l'éduquer, mais malgré tout tu vis avec. Donc toute situation peut être une frustration, une déception, une tristesse. Alors que si tu partages pas ta vie avec un homme, tu partages des moments avec des hommes ou un homme, enfin peu importe, et des femmes, d'autres moments avec des femmes. En tout cas, moi personnellement, j'ai vraiment l'impression de m'épargner toutes ces frustrations, ces envies d'éduquer, tout en me disant c'est pas à moi d'éduquer. Et j'ai l'impression d'être, comment dire, sans ce mythe du prince charmant, comme tu disais, de dire mais je trouverai jamais l'homme avec qui je vais finir. Bah non, mais en fait, il y en a pas. Enfin, il y aura des hommes dans ma vie, il y aura peut-être des hommes avec qui je passerai plus de temps que d'autres, et peut-être il y aura plus qu'un homme toute ma vie, mais ça sera pas mon homme avec qui je partage ma vie à 2 personnes, quoi. Et ça sera pas un homme à qui il faudra que j'apprenne à comprendre les femmes, et ça sera pas et que c'est juste, moi, ton podcast dans Le cœur sur la table qui m'a le plus touchée, c'est la fille à chat et le plan cul. Parce que vraiment, pour moi, c'est exactement ce que je vis et que j'ai envie de continuer à vivre, c'est-à-dire des relations sexuelles ou non, amoureuses ou non, amicales ou non, mais des relations diverses dans lesquelles je m'implique autant. Bien sûr. J'ai pas une relation de couple qui est plus importante pour moi que tout le reste, et les relations satellites autour. Mais chaque relation que je tisserai avec quelqu'un d'important dans ma vie sera une relation d'amour, quelle que soit la forme d'amour. Bah oui, et je comprends, je sais que c'est un témoignage qui a plu beaucoup. Mais c'est aussi un témoignage ou une situation, quand on parlait de pistes de solutions, qui peuvent aussi apparaître complètement irréalistes et à côté de la plaque pour énormément de femmes, en fait. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est pour des raisons politiques et de conditions matérielles. Énormément de femmes n'ont pas les moyens matériels, en fait, de vivre cette vie-là. Ça n'est pas possible. Et aussi où elles ne le veulent pas. Donc, Le Cœur, on a aussi dit que c'était Enfin, j'ai lu ces critiques et je les prends très au sérieux. Quelque chose vraiment pour Blanche Bourge, en fait. Voilà, où tu peux, bah oui, tu as ta carrière, tu peux gagner ta propre vie, tu dépends pas. Et puis, par ailleurs, c'est aussi, ça paraît assez praticable, ce genre de relation, quand t'as pas d'enfants. Qu'est-ce qui se passe quand t'as des enfants ? Oui, ça fait partie de moi. Enfin, moi, j'en aurais pas. Donc... Bah voilà, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça fait... J'entends quelqu'un dire quelque chose devant. Tu fais un enfant sans père, c'est ce que je suis en train de faire. Je fais un enfant toute seule. Voilà, pour ne pas... non, mais c'est un vrai choix d'être maman solo pour... Enfin, je sais pas si c'est pour, mais en tout cas, en dehors d'une relation hétérosexuelle. Et ça n'enlève pas l'envie et le souhait profond d'avoir des relations amoureuses, amicales, quelles qu'elles soient. Mais du coup, j'élèverai pas cet enfant avec un homme, quoi. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage-là. Et c'est tout le sujet une partie du sujet développé par Juliette Drouard dans son livre Sortir de l'hétérosexualité. C'est aussi autour de ça. Bonsoir. Bonsoir. N'oubliez pas de mettre le micro près de votre bouche. Voilà, ouais. Alors, dans le désordre, je reviens sur le témoignage d'Antoine, il me semble, que je partage complètement. Moi, je suis homme hétéro, cisgenre, et c'est vrai que quand j'écoute ton travail, parfois, je prends juste des claques.
Je suis parfois énervé contre tes propos. Après, je les digère et je me dis, je suis d'accord en fait. Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il n'y a pas de nuance. C'est les hommes. Et moi, je fais partie de, comment dire, je suis pas parfait, évidemment, mais je bosse et je n'ai pas tout ce que vous avez décrit ce soir, les hommes qui parlent pas parce que c'est viril et tout ça. Moi, ça me sort par les yeux. C'est-à-dire, en fait, est-ce que c'est je vais me permettre de faire un raccourci du coup, de vous couper la parole. Est-ce que ce que vous voulez dire, c'est oui, c'est vrai, en fait, mais on n'est pas tous comme ça, et pas moi. Alors pour faire un... Non, mais parce qu'en fait, j'entends. Bah, en fait, ce que je veux, la finalité de mon propos, alors je dis 2-3 trucs et après j'en viens à la fin. Ouais. Moi, par exemple, je viens de sortir 1 an et demi avec une fille adorable qui a écouté tous tes podcasts et tout. Ouais. La finalité du truc, c'est que tout était politique. Et j'ai reçu une leçon de dressage et tout. Et en fait, ce que je veux... Elle voulait me dresser, m'éduquer. Elle voulait vous dresser. Non, mais on peut se dire tu peut-être. Oui, d'accord. Ok, elle voulait te dresser. Et ce que je veux dire, c'est que je pose ça là, telle une question, c'est que attention peut-être à pas tout genrer. En fait, un mec qui fait quelque chose, c'est peut-être pas parce que, enfin, une femme l'aurait peut-être fait, et c'est pas parce qu'il fait une erreur que tout de suite, bon bah ça y est, c'est le patriarcat, c'est un connard quoi. Donc voilà, j'invente un exemple. Par exemple, le mec se lève pas pour passer la mais un exemple dans votre vie. Peut-être. Ah, parce que je sens qu'il y a quelque chose. Par exemple, en fait, j'aimerais bien savoir. Alors, j'aurais pas d'exemple précis, mais par exemple, une formulation de phrase que ma compagne jugeait pas suffisamment respectueuse, et encore, c'est subjectif, et j'essaie de mobiliser un exemple. Là, alors c'est peut-être pas précis. Elle allait me reprendre, alors qu'en fait, à un moment donné, tout n'était pas. Enfin, j'avais pas du tout la pensée qu'elle me prêtait, en fait. Et je pense qu'elle genrait mes propos. Pour dire, une femme l'aurait pas dit, toi, t'es un homme et tout ça. Ouais, je comprends. Alors, tant mieux. Okay. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est attention à peut-être pas tout genrer, si je peux me permettre de dire quelque chose. Donc toi, tu estimes que tu as souffert de ça ? Non, mais oui, alors j'ai souffert, et quand j'en ai parlé, elle m'a dit, oui, t'as souffert peut-être, mais nous, on souffre depuis tellement plus longtemps, donc ferme-la. Donc je veux bien, mais... Oui ? Oui, mais en fait, je trouve... Non, mais... Ce que je veux dire, c'est que si on dit tous les hommes sont des connards... Ouais. Il y a des hommes moi, ce soir, c'est une vérité pour moi, ce que j'entends. Donc, en fait, il n'y a pas que le sexe opposé n'est pas le sexe ennemi. Et quand j'entends Margot qui dit que tu es découragée, c'est ça, Margot ? Moi aussi, je suis découragé parce que quand tu dis, moi, je veux pas sauver les hommes, ils sont foutus, tout ça. En fait, je vois les femmes s'éloigner, mais moi, je veux pas... m'éloigner des femmes, et puis je veux pas, les asservir ou je ne sais quoi. Je veux une relation d'égal à égal. Je suis sorti pendant 1 an et demi avec Valentine, on a gardé une relation, on a fait évoluer notre relation. Je parle sous tout contrôle, mais je fais de mon mieux pour te respecter, et tu es mon égal, et voilà. Donc en fait, bien sûr, ce soir vous allez me dire, oui, mais nous on souffre, donc les hommes, on peut les mettre dans le même sac, et c'est ce que j'entendais de la part de ma compagne. Mais parmi les hommes, moi, je suis pas parfait. Je vais pas dire attention pour mon petit cas de figure, s'il te plaît, modère tes propos. Mais il y a plein de mecs qui, je pense qu'il faut leur mettre le pied à l'étrier. Alors tu vas dire oui, mais c'est pas moi de lui mettre le pied à l'étrier. Si, moi je trouve que je fais ma part. Hein. Mais moi je fais des choses comme non, mais je dis ça parce que tout à l'heure tu as dit moi je veux pas sauver les hommes. Donc je reviens là-dessus. Attends, qu'on soit bien explicite. En fait, je fais ce taf-là parce que je pense que c'est intéressant, d'accord, de faire des entretiens et tout. Ce qui m'intéresse en premier chef, ce sont les femmes, d'accord, comme féministes. Préserver les sentiments, les émotions des hommes, ça n'est pas ce que en fait, ils vont être blessés, ils vont pas être contents, il y en a plein, ils sont heurtés, ils trouvent que voilà, dommage collatéral, tu vois, c'est assez inévitable en fait, forcément. En fait, il y a des choses ce monde est injuste, vraiment. Et pour les mecs aussi, il y a plein de raisons quand on te met en face de tes bénéfices, de ton privilège, etc. Tu es très en colère, c'est une réaction normale en fait. C'est normal, ça se comprend. Moi, ça m'arrive comme Blanche. Et ouais, des fois, tu vois, tu lis moi, je lis beaucoup d'essais antiracistes et tout. Ça fait mal, hein, tu vois. Tu te dis, ah ouais, mais quand même, moi aussi, en fait. Et par ailleurs, j'aimerais qu'on décentre le débat sur une question individuelle, en fait, et de relations individuelles. Et que, encore une fois, on la remette dans un contexte politique plus large, tu vois. Donc, je comprends que ce soit pénible et tout. Ok, mais là n'est pas l'enjeu principal. Et oui, en fait, des relations entre les hommes et les femmes apaisées et tout sont possibles, mais avec énormément de changements, de volonté de changer, d'attention, d'empathie et tout ça. Et on ne dit pas qu'ils sont foutus, on dit juste que le changement là est très difficile parce que
la classe des hommes n'a pas intérêt à ce que l'ordre patriarcal change. Alors, je suis d'accord, mais je suis d'accord. C'est évident quand tout est fait en ta faveur, voilà. Après, moi aussi, je pourrais dire j'ai intérêt à ce que ça change pas. Par contre, une fois que j'ai écouté ton travail et tout ça, j'ai compris que la vérité était là. La société est faite pour les hommes, par les hommes. Bah après, je sais pas en quoi ça prend racine en moi. Bah je trouve, ça m'apparaît insupportable en fait, tu vois. Ouais, je comprends. Donc il y a des hommes qui clairement, je sais pas si c'est le meilleur des mots, qui sont vos alliés et qui ont envie de porter, j'allais dire la bonne parole, la vérité. Moi, quand je bois des verres avec mes potes qui me font des blagues sexistes et tout ça, je lui dis mais. Et c'est super. Alors vraiment, c'est hyper bien et c'est aussi ce que j'ai souvent répété et même c'est ce que je mets des fois dans mes dédicaces. Je dis, les luttes féministes ont besoin d'alliés de qualité. Tu vois, et donc c'est quelque chose de nécessaire. C'est aussi, alors si j'avais pu continuer les coups sur la table, je pense que j'aurais fait tout un truc sur les alliés, etc. Parce que c'est une grosse question. Et donc c'est super que tu fasses ça. C'est super qu'il y ait plein de mecs, enfin plusieurs, pas plein. On peut pas dire que c'est une foule non plus, mais quand même, bien sûr, que ça parle, etc. Encore une fois, moi je vois un intérêt à l'abolition d'un ordre du monde qui est injuste, et que je pense que le monde, en effet, le monde injuste est une insulte à notre humanité, en fait. Tu vois, qu'on mérite tous mieux, en fait. On mérite tous des relations équilibrées, égalitaires, un monde qui soit pas oppressif, etc. Je pense même, in fine, que ça blesse y compris les dominants, en fait. Que c'est pas digne de nous. C'est pas digne de l'humanité, en fait, de faire ça. Bon. Et donc, bien sûr, je suis pas dupe sur le fait... Enfin, je sais bien, évidemment, qu'il y a des alliés. Par ailleurs... moi, je suis très amoureuse d'un homme avec qui je vis une relation merveilleuse. Ok, d'ailleurs, il a un texte dans mon livre, tu vois, à la fin. Je reconnais le rôle qu'il a, etc. J'en tire pas des conclusions plus générales, tu vois. En fait, même le fait que, genre, il y ait parfois des relations où il y ait des mecs bien et tout, en fait, ça ne change pas l'ordre patriarcal, tu vois. Par contre, on a besoin d'alliés de qualité. On a besoin de mecs qui reprennent leurs potes sexistes. On a besoin de mecs qui, de faire tout un tas de choses, tu vois, de ce que c'est qu'être un allié et en action. Et maintenant, j'insiste de plus en plus sur le fait d'être un allié en action. Parce que ces derniers temps, j'ai été vraiment frappée par, en général, plus les mecs prennent la parole sur le féminisme, et moins ils en font, tu vois. Plus ils aiment se positionner. C'est-à-dire qu'en fait, aussi, être un allié, c'est devenu... ça peut être un autre outil de valorisation de soi, en fait. Comme étant, je suis un mec différent, moi, etc. Et par ailleurs, et parmi les mecs se revendiquant comme alliés, de nombreuses histoires nous ont montré que parmi eux, il y avait des prédateurs sexuels, tu vois, et autres. Et des mecs qui n'avaient d'alliés que le nom, qui s'étaient auto-attribués. Donc c'est pour ça qu'on est très vigilante aussi par rapport à ça. Mais je crois que personne n'a dit ce soir que tout était foutu, qu'on pouvait plus... et après, certaines le pensent. Moi, je respecte complètement le choix des femmes qui disent... Il y a un certain nombre de femmes qui disent « Je veux plus rien avoir à faire avec les mecs dans ma vie. Ouais. » Franchement, je comprends. Après, on est d'autres à soit décider que, OK, de toute façon, on a quelque chose à faire avec eux, soit parce qu'on n'a pas le choix aussi, tu vois. Voilà. Moi, j'ai le choix. Ben, j'ai choisi pour l'instant de continuer à avoir des relations avec mes amis, mon amoureux, mes frères, tu vois. Bon. Et d'autres, voilà, elles ont... voilà, donc en fait, donc personne ne dit que tout est foutu et tout ça. Et oui, je sais que c'est pénible à entendre, je comprends. Mais comme tu dis, ça provoque des prises de conscience et des changements après. Tout à fait. Ok. Un dernier mot, quelque chose de... Alors, attention, très difficile la dernière intervention. Il ne faut pas rebondir, il ne faut pas relancer le débat. Il ne faut pas... tu vois ? C'est tricky, là. Ouais. Je sais pas, alors. Bah... Vas-y, si tu veux. Moi, ce que ça m'évoque, j'écoute tout ça, tout ce qui se dit depuis tout à l'heure, et je me dis oui, il faut des véritables alliés, etc. Mais moi, ce que je constate dans ma vie aussi, c'est à quel point c'est difficile quand on essaye un peu de s'extirper du modèle ou ça. Enfin, je vois à échelle familiale, par exemple, quand on essaye d'être un couple un peu plus novateur ou un peu plus équilibré en termes de relations, ou etc. À quel point nous on a des enfants, les grands-parents par exemple, ou nos parents du coup, peuvent nous renvoyer que c'est pas comme ça qu'il faut faire, quoi, et qu'on a tout faux, et que voilà. Sur quoi par exemple ? Sauf si c'est trop perso et tu... Non, c'est à toute échelle, je pense. Je pense que ça se joue autant sur la répartition de la charge mentale ou des tâches ménagères ou la manière d'élever les enfants ou peut-être même le salaire ou la sexualité. Enfin, voilà, on va voir tout dans son ensemble. Vos parents portent des jugements sur votre sexualité ?
Non. Non, mais oui, mais parce qu'ils savent pas tout. Ouais. Mais ah oui, ok. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, combien de fois au repas de Noël, gros cliché, repas de Noël, donc tout le monde discute, on a une famille assez politisée, donc en plus on parle politique à table et tout le monde veut changer le monde. Et puis au moment où, par exemple, je sais pas, par exemple, moi je reste assise pour boire un apéro tranquille et que c'est monsieur qui se lève pour aller préparer le repas ou pour aller, voilà, parce que chez nous c'est comme ça qu'on fonctionne. Là, j'entends en duo, mes deux parents dire « Oh là là, mais te laisse pas faire, mais tu te fais avoir !» Voilà, donc il y a ça. Tes parents à toi en plus. Oui, donc ça... Donc ça, et tout ça se passe devant mes enfants. Voilà. Donc on parlait de la génération suivante. C'est à quel point c'est compliqué, parce que même si on souhaite, nous, essayer d'ouvrir un espace ou quoi, c'est compliqué de lutter contre des choses qui sont là depuis des générations et des générations, et qui sont du coup, enfin voilà. Et du coup, même nous, du coup, quand on vit ce genre de choses, on rentre chez nous et puis ça peut générer des embrouilles, des conflits, enfin voilà. Et donc je prends un côté familial, mais de l'autre côté c'est pareil. Je vais être la bête noire parce que je suis une femme qui respecte pas son homme et qui reste pas à sa place. Voilà. Parce que elle lui apporte pas ses chaussons, elle reste pas à la maison. Enfin voilà, non mais c'est cliché ce que je dis, ça va pas jusque là. Mais c'est quoi du coup les je grossis un peu, ouais. Non mais je grossis un petit peu, mais c'est presque ça. Voilà, c'est quand même presque ça. Le côté, tu peux pas autant t'exprimer, tu peux pas autant ouvrir ta bouche, tu peux pas avoir une. Enfin voilà, tu devrais juste te taire et puis lui laisser sa place, effectivement, d'homme supérieur, etc. Quoi. Voilà. Donc ouais, c'est assez pessimiste ce que je dis aussi en fait, mais c'est vraiment le côté. Même quand on a envie d'aller vers quelque chose de mieux et qu'on essaye d'ouvrir les choses, de changer les choses, de transmettre d'autres choses à nos enfants, c'est aussi difficile. Enfin, c'est un combat permanent aussi intérieur, éventuellement en couple. Et nos enfants assistent à des choses ambivalentes et... Enfin, voilà. Ok. Bah, merci pour ce témoignage-là. On file maintenant à Strasbourg, librairie Quai des Brumes, à l'initiative de Bruno, Sébastien et Alizé, les libraires de Quai des Brumes. Il y avait du monde aussi ce soir-là, on s'est tassé comme on a pu dans la salle du fond de la librairie. Je devais tirer des petits papiers sur lesquels ils avaient inscrit des mots-clés, podcast, couple, normes, pour improviser des prises de parole autour de ces sujets. Mais ce qui m'a le plus plu, bien sûr, comme à chaque fois, ça a été les prises de parole et les témoignages des personnes qui étaient présentes. Merci à tous. J'ai vu une main levée là-bas. Oh, on y va. Alors, à vous. Oui, moi je voulais... Alors, oubliez pas de parler un peu fort pour que tout le monde entende, okay. Et pour que la tension baisse pas trop. Ouais. Oui, du coup, moi je voulais juste rebondir effectivement sur la notion de couple et que moi je dissocie quand même beaucoup avec amour. En fait, de plus en plus je réfléchis en fonction de ma vie aussi, de ce que je définis par couple. Et moi j'ai l'impression que le couple, c'est plus le fait d'avoir un projet en commun. C'est comme ça que moi je le définis, d'aller dans une direction commune, mais que c'est pour moi aujourd'hui à dissocier avec l'amour, parce que je m'apprête là à partir à l'étranger. Je suis en couple avec une femme et j'ai l'impression que du coup la notion de couple va s'arrêter, mais que mon amour pour elle pas. Et du coup je trouve intéressant d'ouvrir aussi ça, parce que du coup beaucoup de gens me demandent, mais est-ce que vous rompez? Est-ce qu'il y a la fin de quelque chose? Moi, j'ai pas l'impression de rompre. En fait, je continue à l'aimer. C'est juste que la notion de couple se dissocie, en fait, parce que nos projets pour les prochaines années ne sont pas dans la même direction. Et je trouve que c'est une notion intéressante, en tout cas. Merci beaucoup. Et j'ai tiré un papier qui est le rôle de la proie. C'est sombre, je change de papier. Et les micro-machismes. Je peux intervenir ? Ouais.
Oui, par rapport au micromachisme dont vous avez parlé, tous les exemples de blagues pendant les dîners que vous avez donnés, en fait, j'ai remarqué que donc dans mon couple, donc je suis en couple avec un garçon, comment dire, ça se fait dans les... Enfin, j'ai plus l'impression que c'est moi qui vais faire des blagues sur lui, et en fait, ça me remet en question. Je me dis, mais c'est moi qui ai le mauvais rôle, entre guillemets. Enfin, comment dire, c'est moi qui vais le dévaloriser pour faire des blagues. Et du coup, en fait, ça me questionne beaucoup, parce que je suis en train de me dire, mais c'est pas très gentil. C'est pas ouf. Et mais mais oui, en j'ai fait, vu selon la devise de Pampan Lapin dans Bambi. Tu vois, si tu n'as rien de gentil à dire. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Et le truc, c'est que je me rends compte que comment dire, j'ai souvent pensé ça dans un sens, mais pas forcément dans l'autre. Enfin, comment dire, j'ai l'impression que ça va être moins dérangeant si une femme fait une blague sur son compagnon que dans l'autre sens. Je sais pas si c'est compréhensible. Ça dépend de ton niveau Oui, non, ça reste toujours d'analyse, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve, oui, dans les relations interpersonnelles, j'ai plutôt tendance à croire que oui, il vaut mieux être gentil les uns avec les autres quand même. Oui, pas non, se mais moquer, je suis pas méchante. tout ça. Alors, on nous traite beaucoup de générations trop sensibles, super sensibles et tout. Moi, je trouve ça plutôt positif. Moi, je suis contente, par exemple, que les vannes, ce soit moins à la mode. Je me souviens que quand j'étais ado, c'était vraiment un sport fort. Moi, en plus, je suis nulle en vannes. Peut-être pour ça que j'aimais pas ça. Mais, et assez premier degré, en plus, je suis assez premier degré et tout. Donc, je trouve ça plutôt cool, tu vois, qu'on veille à adapter un langage qui soit adapté à ce que l'autre peut recevoir, à essayer de ne pas heurter sa sensibilité, à essayer... Tout ça, c'est une manière de prendre en considération l'autre. Bon, ça, c'est au niveau interpersonnel, mais évidemment, on n'est jamais des purs individus, donc on est aussi pris dans des grands rapports de force qui nous dépassent. Et donc, là, tu parles du rapport avec un mec. Bah oui, en fait, pour moi, évidemment, un mec qui va faire des petites blagues ou vanner, en fait, une femme, ce qui va lui faire perdre sa confiance en elle, être pas bien, etc., ça n'a pas le même sens, puisqu'on vit dans un monde patriarcal, que si c'est l'inverse. Bon. Après, il reste qu'au niveau interpersonnel, c'est pas très sympa. Tu vois? Juste que probablement, sa confiance en lui, son estime, tout ça est moins miné. Mais en même temps, c'est très compliqué parce que ça se couple avec d'autres trucs. Pendant un moment, j'ai une relation avec quelqu'un qui était qui se définissait lui-même comme étant d'une classe sociale très populaire et qui disait que ma façon d'être avec lui, il trouvait ça très condescendant, en fait, et très vu qu'on n'avait pas du tout eu la même socialisation, tu vois. Mais franchement, je prends ça en compte aussi. Ça va beau être un gars, c'est vrai. En fait, il y avait d'autres rapports de domination qui pouvaient se créer. Et donc, j'essayais enfin, je sais pas, mais bon, en même temps, j'essaie de jamais faire ça, remarque. De dévaloriser, tu vois. Enfin, ça dépend sur quoi sont faites les blagues, quoi. Mais, enfin, je sais pas. Ma réponse est un peu bizarre parce que c'est un peu comme si je disais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Donc, je ne sais pas. Mais disons que voilà, on peut l'analyser sous ces deux trucs-là. Ouais. Et dans le cœur, enfin, j'ai pas eu le temps de le faire et tout, mais pendant un moment, on s'était dit qu'on allait intégrer tous ces trucs de micro-interaction, quoi. Comme ma question de base, c'était comment on se parle, comment est-ce qu'on peut faire. La question du conflit, ça m'intéressait beaucoup, mais aussi la question du dialogue quotidien, comment on fait pour avoir des conversations profondes et tout. Et c'est vrai que ça flirte carrément avec le développement personnel de faire ça, avec des techniques de communication et tout. Moi, je trouve ça plutôt doux. Enfin, en sens, j'aime bien ça, genre la CNV, la communication non violente, les petits jeux là qui permettent de se poser des questions, toutes les conditions qui permettent qu'on ait des conversations apaisées, que les gens se disent des choses importantes sans être dans la réaction, sans être dans l'agression et tout ça. Et je trouve que ça, on a tendance à pas trop l'apprendre. En général, on peut l'apprendre dans sa famille. Et ensuite, je dis ça parce que moi, je viens d'une famille où on fait pas ça du tout, hein. En fait, on se vanne tout le temps, on se taille tout le temps, on se hurle dessus, on se parle pas bien. D'où mon goût pour ce genre de choses après, parce que je me suis dit peut-être qu'il y a moyen de faire autrement quand même, hein, au lieu de s'invectiver là sans cesse. Et c'est vrai que des micro-trucs font qu'on peut avoir des conversations plus douces, qui permettent des résolutions de conflits, qui permettent d'entretenir la relation, pour filer la métaphore du jardin, là, de mieux faire pousser les plantes et tout, de se faire des compliments, d'être gentil, demander vraiment à l'autre comment ça va, d'écouter sa réponse. En cas de dispute, il y avait une psychologue que j'avais interviewée, Ginevra Ugoccini. Je lui avais dit comment vous faites quand les couples se disputent dans votre cabinet. Elle avait dit je leur apprends que par exemple, s'ils se disputent en se tournant le dos, ça se passe mieux en général. Ouais.
Trucs et astuces pour des meilleures disputes. Bah ça, par exemple, se tourner le dos, ça voilà, changer de pièce, dire on change de pièce, parce qu'apparemment les couples se disputent toujours dans la même pièce. Ça aide. Par exemple, c'est plus compliqué de se disputer avec quelqu'un dans les toilettes. Oui, en fait, si vous vous engueulez tout le temps dans le salon, c'est pas mal. Le truc du pouce aussi, de dire en fait stop, là on fait une pause. Moi, c'est vrai que c'est des trucs que je faisais pas avant, que je fais maintenant dans des disputes avec des amis. Je peux dire, je trouve le ton monte un petit peu. Si tu veux, je te propose, on s'arrête 3 minutes de parler. Alors, essayez chez vous. En général, le personne fait non, mais parce que ça, non. Genre, tu respires et tout. Après, tu reprends. En général, ça va mieux. Des trucs comme ça. Voilà. Ça a complètement dérivé de ton intervention. Mais écoute. Très bien. Merci. Merci à toi. Ouais. Je voulais juste rebondir parce que vous parliez de micromachisme assez malveillant finalement, mais il y a aussi tout le micromachisme bienveillant, c'est-à-dire le paternalisme bienveillant qui est insupportable et qu'on retrouve pas mal dans le monde du travail et où c'est encore plus dur, je trouve, que dans le couple de réagir parce que dans le couple, on peut se permettre de dire merde, alors qu'à son collègue, on peut pas, ou à son patron, on peut pas. Et tout ça, je trouve ça très compliqué en tant que femme de savoir réagir à ça. Est-ce que vous avez appris des choses ces dernières années que vous aimeriez partager avec d'autres ? J'ai appris à dire non. Quand on me dit « Oh, t'es belle ce matin, t'es bien habillée », je dis non, je suis désolée, mais j'ai pas demandé à ce qu'on commente ma tenue. Je trouve ça... J'ai appris à le dire, en fait, tout simplement. C'est ça comme ça ? Oui. Ça, voilà. Et ça coupe le sifflet, donc après, on arrête, quoi. Voilà, où j'ai appris à ne pas rire aux blagues, même si elles viennent de mes supérieurs hiérarchiques. À créer un vide, finalement, un blanc. Mais c'est assez difficile. Voilà. Merci. Une intervention, une question, une réaction, des pratiques que vous voudriez partager avec d'autres, des trucs que vous avez... Ouais ? Alors. Moi, j'ai remarqué dans mon milieu de travail, c'est bon ? Ouais. Dans mon milieu de travail, la parole des hommes est elle porte beaucoup plus, quelle que soit la tonalité qu'on emploie. Donc, quand il y a des réunions, on est très, très nombreux. Avec les filles, en fait, on relaie nos paroles. C'est-à-dire que j'ai par exemple une consoeur qui veut dire quelque chose. Évidemment, on ne va pas l'écouter. Donc, moi, je vais dire oui, comme Carole vient de le dire. Et donc, je reprends sa parole. C'est l'effet amplificateur. Ouais. Et ça marche pas mal. Et du coup, c'est des fois, il y a des hommes du coup qui vont rentrer sans s'en rendre compte dans le jeu et qui vont dire oui, comme Élodie vient de le dire, et tatata et tatata. Et ça, c'est assez efficace, mais il faut un groupe de filles très soudées au départ et hop, ça marche. Enfin bon, c'était un petit truc comme ça que j'ai expérimenté. C'est super comme technique et il y a un livre qui doit être vendu ici qui s'appelle Fight Club Féministe de Jessica Bennett qui est paru en poche il y a 2-3 ans et qui répertorie exactement ce genre de technique. Voilà. Moi, ma pratique, c'est en fait, j'arrive pas toujours à retranscrire ce que je veux partager avec mon compagnon. Et comme je trouve que vous le faites très bien, quand on fait des grands voyages en voiture, je le coince dans la voiture et je lui mets le podcast de force. C'est radical. Comme ça, au moins, il est obligé au moins d'entendre une fois ce que moi, j'arrive pas à lui transmettre. Et alors, ça... Je perds mes illusions de plus en plus. Au bout de 4 ans, là, je sais pas si ça marche en réalité. Disons que c'est un éternel recommencement, quoi. Il faut revenir régulièrement à la charge, malheureusement. Okay. Je voulais vraiment poser la question par rapport au l'amour et ce qu'on pense, ce qu'on voit comme finalité dans un couple ou dans une relation. Le sexe. Et moi, c'est un sujet qui me pose problème parce que je suis asexuelle. Et ça me questionne beaucoup, en fait, parce que dans nos sociétés, on parle que de ça, en fait. L'amour se résume au sexe. Et pour moi, c'est pas le cas. Parce que je peux tomber amoureuse sans avoir de relation sexuelle avec mon partenaire ou pour l'instant, j'ai eu que des hommes comme partenaires. Mais ça s'est toujours fini parce que moi, je pouvais pas aller plus loin que de leur donner de l'amour et sans finir dans l'étape du sexe. Et c'est vraiment un sujet que j'aimerais qu'il soit questionné sur cette finalité-là. Est-ce que
Parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans l'histoire de relations et pas forcément de couple, il y a aussi ce présupposé-là de ah bah ça fait 7 mois que vous êtes ensemble, vous avez toujours pas couché ensemble. C'est pas normal, vous devrez vous questionner. Est-ce que c'est toi le problème? Est-ce que c'est l'autre le problème? Est-ce qu'il y a un problème de libido? Est-ce qu'il y a que des questions comme ça redondantes un peu? Et je trouve que quand on parle d'amour, il faut aussi questionner ce sujet-là. Merci beaucoup. Tu as tout à fait raison. Ça apparaît un tout petit peu dans un épisode du Cœur qui s'appelle Le Cœur de Chloé. C'est Talma Desta qui en parle, qui dit en fait aller au cinéma c'est bien aussi, et qui ne comprend pas en fait, ou plutôt qui est révolté contre cette obsession qu'il y a de la sexualité, du sexe, du sentiment d'indignité que ça nous donne aussi si on baisse pas assez, si on baisse pas comme il faut, si on n'a pas une vie sexuelle géniale, qu'on n'a pas, enfin en fait rien ne va jamais en fait dans la vie sexuelle, et qu'effectivement il y a une omniprésence de ce sujet. Et donc c'est pour ça je suis très heureuse que Talma Desta soit en train d'écrire un livre en ce moment, précisément sur ce sujet, qui s'appelle Désirer à tout prix, qui sortira dans la collection Sur la table. Puisque en fait, dans les couilles et le cœur, là, ces 2 podcasts, moi j'ai fait qu'effleurer certains sujets, et puis je suis pas la meilleure personne pour en parler, ni pour les prendre à bras le corps et tout ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fondé cette collection Sur la table, pour prolonger les expériences de podcast en livre et les sujets qui y sont abordés par des autrices et des auteurs que je trouve vraiment nécessaire de lire, parce que en fait ce qu'ils disent est nouveau, c'est très clair et tout. Donc je vous les montre quand même. C'est Sortir de l'hétérosexualité de Juliette Drouard. Et là, le deuxième qui est paru, c'est un texte que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Révolution amoureuse de Coral Herrera Gomez, qui est vraiment un texte que vous pouvez offrir à tant de gens. Les deux. Et donc voilà, le 3e tome, normalement, le 3e volume dans cette collection sera un texte de Talma Desta, qui s'appelle a priori Désirer à tout prix. Voilà. Ouais, c'est le dernier, ouais. Attends, je repioche. Tu peux même choisir parmi tous. Après, vous pouvez aussi, enfin, encore une fois, on est jusqu'à écart, hein, c'est ça. Vous pouvez, voilà, peut-être, ou un truc, vous pouvez, hein, c'est. Attends. Voilà. Ah, je comprends pas. La société comme injonction, pardon. Non mais oui, c'est. Non mais je suis fatiguée. Oui, je voilà. Ah, la coécoute et l'empathie. Ok. Alors, attends. Ouais, mais je vais avoir... En fait, bon, vous savez, j'ai plein de complexes. Au sens de... j'ai toujours peur de raconter n'importe quoi, de parler pour rien dire, d'être complètement à côté de la plaque, voilà. Bon. Donc là, par exemple, quand je tire coécoute et empathie, je me dis, vas-y, si tu te laisses aller, tu vas faire un espèce de discours chamallow, c'est important. Vous voyez, un truc très, très développement personnel et tout. N'empêche qu'en fait, moi, ça... Bah oui, en fait, malgré tout, on en revient quand même à ça, quoi. Oui, mais tu vois, toujours en fait... Et tu vois, je suis quand même gênée aux entournures, parce que à la fois, bah oui, tu peux lire... parce que je sais trop, en fait, comment ça peut être tordu, perverti, comment t'as des tas de types qui vont dire qu'ils ont tout bien fait leur formation de coécoute, d'empathie, de je sais pas quoi, puis en fait, c'est des ordures, tu sais. Ou comment, en fait, toutes ces notions-là, elles ont été... en fait, elles sont récupérées tout le temps pour devenir des machines plus productives, pour gagner plus d'argent, pour avoir plus de pouvoir, pour avoir je sais pas quoi, mais... Bon... Mais quand même, oui, en fait, à la fin, oui, mais c'est pour ça que j'essaye tout le temps de redire, ok, il faut que ce soit repolitisé, en fait, ça. Et c'est aussi comme ça que je définis la collection, où je dis, je voudrais qu'on fasse du développement personnel politique, je voudrais qu'on perde pas de vue le fait qu'il y a des tas de luttes à mener, le monde est horrible, etc. Mais enfin, en attendant, on a des relations avec des vrais humains, et donc peut-être c'est bien aussi d'essayer de prendre soin et de nourrir les relations qu'on a vraiment. Bon, voilà. Alors, sur la coécoute, donc c'est une technique ou un outil dont j'ai entendu parler en faisant des cercles de parole avec des mecs pro-féministes et tout ça qui le faisaient, qu'apparemment ça leur faisait beaucoup de bien, ça les aidait à développer leur empathie et tout. Je relis ça au mot que j'ai tiré avant, qui est le podcast. C'est vrai qu'il me semble que c'est une des choses que permet de développer le podcast, en fait, tout simplement de développer l'écoute. Et
et que ça nous exerce à ça, en fait, à écouter des voix et des récits qui sont très loin de nous parfois, ou alors très semblables. Et donc, du coup, en écoutant quelqu'un de très semblable, on va mieux comprendre qui on est nous. Il y a des voix à l'intérieur de nous qui vont se révéler, qu'on ne savait pas, en fait, qu'on pensait ça, qu'on croyait ça et tout ça. Donc, ça peut aussi être vu dans ce sens-là. La coécoute, le podcast. Et donc, ça permet aussi plus d'empathie, de comprendre beaucoup mieux, en fait, ce que traversent les autres, de comprendre leurs émotions, leur logique, etc. Et c'est vrai qu'il me semble que c'est un outil très puissant de transformation du monde. Voilà. Et que c'est aussi un outil politique. Mais j'avance sur un terrain un peu glissant, parce que si ça se trouve, on va avoir un politique qui va sortir de je sais pas où et nous expliquer que l'empathie, c'est tellement important, et en fait, il va voter des lois horribles et liberticides, et je ne sais pas. Donc, je me méfie toujours de la façon dont les notions sont récupérées, mais en tout cas, c'était quelque chose qui était important pour nous, dans le cœur sur la table, dans ce qu'on faisait, dans la façon d'écouter, de recueillir les paroles, et qui a aussi été très important dans la façon de travailler entre nous, dans l'équipe du Cœur. Donc, il y avait une équipe Cœur du Cœur qui était Solène Moulin, la réalisatrice, Diane Jean, qui était productrice, qui est partie au bout d'un moment, Naomi Titi, qui était apprentie et qui s'occupait de l'édition, puis qui a récupéré cette tâche-là et qui a fait aussi de la production. Dans l'équipe élargie, il y avait donc mon amoureux, Bertrand Guillot. On a fait aussi appel à Sabine Zofigian. Et puis, voilà, il y avait tous nos collègues de Binge Audio qui venaient régulièrement faire des petites voix. Vous savez, on entend des petites scènes et tout. C'est toujours eux qui les font. On leur fait dire des horreurs. Il y a toujours, en fait, il y a un mec qui joue toujours le sale mec. Il est dégoûté, mais bon, il le fait vraiment trop bien. Donc voilà. Voilà, on leur fait dire des phrases obscènes au micro. Mais on a beaucoup rigolé autour de ça. Mais voilà, je parlais de coécoute et de l'équipe parce que c'est ma plus grande fierté, et c'est pour ça qu'on l'a mis à la fin dans la partie coulisses. Dans la partie coulisses, vous allez trouver des textes des personnes qui ont participé à cette création du Cœur sur la table, et qu'en fait on s'est souvent dit, on a travaillé 1 an ensemble quand même, avec des périodes très difficiles. On trouvait que c'était nul ce qu'on faisait, ça allait pas, on n'était pas contente. Moi j'étais bloquée tout le temps, j'arrivais pas à écrire, j'étais relou, j'étais en retard. Les autres, bon, c'était voilà, que par ailleurs, traiter ces sujets-là nous questionnait nous beaucoup dans nos vies personnelles, mais que par contre, je suis très fière, et je crois qu'elles seraient d'accord avec moi si elles étaient là, parce qu'on se l'est dit aussi entre nous, qu'en fait, on s'est dit qu'on pouvait pas faire dire tout ça dans les podcasts, puis pas appliquer ces principes-là à nos relations de travail. Et je suis très très fière, c'est peut-être ce dont je suis le plus fière, en fait, que la façon dont on a travaillé, dont on a appris à s'écouter, à se co-écouter, en fait. Voilà, entre nous, et à faire preuve d'empathie, justement. Tu vois, tu dis que c'est fini. Moi, j'aime bien terminer par une bonne histoire. Quelqu'un a une bonne histoire ? Un truc, encore une fois, une pratique qu'il ou elle aimerait partager, quelque chose de... Oh, hey, d'accord, vas-y. Ok. Ouais, tu parlais d'histoires drôles pour terminer. Alors, c'est tout bête, hein. On parlait des pratiques de couple. Donc, avec ma compagne, quand vraiment ça devient la catastrophe à la maison, on se prend des rendez-vous pour en parler dehors. Alors on se dit, on se donne rendez-vous vendredi à 10h, et alors le chômage en ce moment, moi j'ai des horaires de travail assez particuliers qui fait que je peux me libérer à 10h. Et donc on va prendre un café à 10h, et c'est amusant, c'est comme d'aller voir un copain. C'est la femme que j'aime, bien sûr. Et on va s'engueuler autour d'un café dans un climat bien sûr bienveillant, puisqu'un café a priori c'est bienveillant. Et ça se passe beaucoup mieux qu'à la maison, de toute façon, voilà. Et ça prête à sourire aussi quand on sort de là. Voilà. Alors, il y a eu quand même quelques belles disputes, même dans des cafés, mais en général, voilà, ça apaise beaucoup les choses. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous pour votre écoute. Merci à Juliette et Alex de la librairie La Madeleine à Lyon. Merci à Bruno, Sébastien et Alizé de la librairie Quai des Brumes à Strasbourg. Merci à Marie Jaworski pour l'enregistrement à Lyon et à Elisa Grenet pour l'enregistrement à Strasbourg et la réalisation de cet épisode que j'ai monté avec Naomi Titi dans le studio Surya Bonali de Binge Audio. Le Cœur sur la table est un podcast de Binge Audio qui est disponible sur toutes vos applications. On est aussi sur tous les réseaux sociaux.
Et que puis-je vous dire sur le tout dernier épisode ? Eh bien, on abordera des sujets plus techniques et personnels. On vous racontera comment on a procédé et comment on a travaillé tout ensemble sur ce programme, sur le livre et sur la collection Sur la table, disponible en librairie. À bientôt.